Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce colloque. Mon nom est Raed El-Ferjani, je suis agent d'échange de connaissances et de mobilisation autochtone au Centre de foresterie des Laurentides, Service canadien des forêts. Avant de laisser la parole à mon collègue Régent Lebrun, directeur de recherche, qui va présenter le conférencier, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est déjà fait. Pour activer la boîte de clavardage, cliquez sur l'icône bulle en bas à droite de l'écran. La période de questions se fera à la fin de la présentation. Finalement, j'aimerais mentionner que les webinaires est enregistré. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Régent. Merci Raed. Donc bonjour à tous, mon nom est Régent Lebrun, je suis directeur de recherche de la division dynamique des écosystèmes au Centre de foresterie des Laurentides du Service canadien des forêts. Bienvenue à ce troisième webinaire de la saison 2024-2025 des colloques du CFL. Donc la conférence d'aujourd'hui s'intitule Changement climatique et modélisation régionale des risques de feux de forêt, comment mieux les anticiper à l'échelle des écosystèmes forestiers. C'est avec plaisir que je vous présente le conférencier d'aujourd'hui, M. Philippe Gachon. Philippe Gachon a obtenu son doctorat en 1999 à l'UQAM en sciences de l'environnement, suivi d'un postdoctorat à l'Institut Maurice Lamontagne de pêche et océan Canada. De 2003 à 2014, il a été chercheur scientifique à Environnement Canada au sein de la division de recherche sur les impacts et l'adaptation et au Centre canadien de modélisation et d'analyse du climat. Depuis 2014, il est professeur d'hydroclimatologie à l'UQAM. De 2017 à 2019, il a été titulaire de la chaire stratégique de recherche sur les risques hydrométéorologiques liés au changement climatique. De 2019 à 2022, il a été directeur du Centre de recherche ESCAR, qui est l'acronyme pour Études et simulations du climat à l'échelle régionale situé à l'UQAM. Depuis 2018, Philippe Gachon dirige avec ses collègues de l'Université McGill, de l'UQO et de l'INRS-ETE le réseau Inondation intersectorielle du Québec, communément appelé le réseau RISC. Ce réseau regroupe 18 universités et plus de 180 chercheurs à travers le Québec. Son expertise comprend la modélisation du climat régional, les phénomènes météorologiques extrêmes, les scénarios climatiques régionaux et les risques hydrométéorologiques associés et les conséquences des aléas météorologiques et climatiques sur les systèmes naturels et humains. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite un bon colloque et je laisse maintenant la parole à Philippe. Merci. Merci Régent, merci à de l'invitation. Bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Bonne année. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Tout est beau? Ok. Alors, euh, juste pour mentionner ce travail qu'on fait depuis plusieurs années, se fait évidemment au sein d'une équipe. Je remercie évidemment Clémence Benoît, François Roberge, Dipan Winta au Centre Esquerre, évidemment nos collaborateurs privilégiés, Jonathan Boucher, Yann Boulanger de Ressources naturelles Canada. Alors, euh, le contenu de ma présentation aujourd'hui, je vais faire une brève introduction, mais je vais quand même replacer un tout petit peu, évidemment, vous avez tous entendu parler le fait que 2024 a été l'année la plus chaude jamais observée depuis la période pré-industrielle. Où on se situe dans tout ça, et notamment au Canada par rapport à l'échelle globale. Quels sont les changements en cours? Regardez quelques petits éléments sur le cycle de l'eau, excès pénurie d'eau, évidemment, qui peuvent, dans certains cas, évidemment, notamment dans le contexte du réchauffement et des facteurs de sécheresse, engendrer évidemment des feux de forêt. On parlera ensuite de la modélisation de risque de feu, quels sont les outils et les méthodes disponibles. Évidemment, je vais surtout insister sur la modélisation régionale. Comment bien anticiper aussi les risques de feu et quels sont les facteurs à considérer, encore une fois, à l'échelle des écosystèmes. Quelques éléments reliés aussi à des travaux en cours qu'on fait sur la prévisibilité à l'échelle régionale, puis conclusion et prochaines étapes. Alors, j'imagine, vous avez tous entendu parler dans les médias, on en a parlé évidemment beaucoup au cours des 15 derniers jours. Vous avez à gauche la mise à jour qui a été faite par le Centre Copernicus à partir des données de réanalyse ERA5, mais ça a été aussi confirmé par tous les autres services météorologiques avec différentes banques de données, le fait que on a dépassé 2024 le réchauffement de 1,5 degré pour bon, une année, oui, mais on a dépassé surtout le réchauffement qu'on avait, qui était aussi exceptionnel en 2023. Vous voyez ici toute la série
des anomalies de température par rapport à la période pré-industrielle 1850-1900. Donc, on voit clairement cette augmentation des températures à l'échelle globale qui est très importante, notamment les 10 dernières années sont vraiment les années les plus chaudes jamais observées. Vous voyez, depuis tout ont dépassé d'ailleurs les 1 degré, jamais observé depuis la période pré-industrielle. Je vous le mentionne également à gauche parce que d'ailleurs c'est une information qui est assez récente, développée encore une fois par le site Copernicus. En 2024, quels sont les continents qui ont été, on va dire, affectés par les plus forts réchauffements? Et on voit ici qu'en Amérique du Nord, là, c'est pas une comparaison qui est faite par rapport à la pré-industrielle, mais par rapport à la normale, qui est la normale la plus récente, 91-2020. On voit que c'est l'Amérique du Nord, encore une fois, qui a été le continent qui a vraiment été le plus chaud parmi les autres continents. Après ça, on voit l'Europe, 1,24 degrés, l'Afrique, l'Asie, etc. Et on voit que dans ces cas-là, pour ces continents-là, c'est vraiment l'année la plus chaude. Et ça, c'est inquiétant, c'est préoccupant. Ce que ça veut dire, c'est que vraiment à l'échelle continentale, on voit non seulement globalement ce réchauffement-là devenir de plus en plus important, mais la plupart des continents à travers le monde sont vraiment, ont marqué, en fait, l'année 2024 a marqué le réchauffement le plus important. On voit cette distribution ici, vous voyez, à gauche des températures. Encore une fois, et je vais surtout insister, les continents se réchauffent, mais on voit aussi toutes les anomalies de température au-dessus de zones océaniques qui sont aussi évidemment associées au fait que l'océan lui-même se réchauffe. Vous voyez cette trace, je vais insister, je vais reparler tout à l'heure un petit peu justement de l'effet que ça a, les caractéristiques en particulier qui se passent en termes de circulation atmosphérique dans l'Atlantique, qui sont aussi évidemment, comme on le voit ici, affectés par des réchauffements importants. Vous voyez ici le réchauffement, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le continent nord-américain qui a connu le plus gros réchauffement. Et oui, nous avons, on peut le voir à droite, le Québec et le nord de l'Amérique du Nord, le nord-est, a été l'endroit, je dirais en dehors des zones arctiques, on voit mal ici, mais au niveau continental, a été vraiment le secteur sur l'ensemble du globe le plus affecté par les anomalies de température particulièrement importantes. Vous voyez ici sur l'échelle, ici à droite, une carte qu'on produit à partir, encore une fois, des mêmes données de réanalyse IRA5. La médiane à peu près de réchauffement est autour de pas loin de 2 degrés sur l'ensemble du Canada, donc un peu plus qu'à l'échelle continentale sur l'Amérique du Nord. Je rappellerai que c'était de 1,5 degrés, mais on voit encore une fois que le Québec, en particulier le Nord, a été vraiment particulièrement chaud pour l'ensemble de l'année 2024. Si on regarde ici, rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si on regarde sur l'ensemble du Canada, ici à gauche, pour toutes les variables, température, je vais surtout insister pour les températures, 2023, à l'échelle canadienne, avait été l'année vraiment la plus chaude, à la fois pour les températures maximum quotidiennes, pour les températures moyennes. Pour les températures minimum, c'était surtout 2010 qui était vraiment l'année la plus chaude. Quant au Québec, ici à droite, on voit vraiment que l'année 2024 se distingue, plus chaude que 2010, qui était vraiment notre année d'ailleurs record ici au Québec, mais également à la fois pour les températures maximum et aussi pour les températures moyennes. À nouveau, comme pour d'ailleurs l'échelle canadienne, c'est 2010 qui domine pour les températures minimum. Mais on voit vraiment ici, vous voyez ici l'anomalie en particulier des températures maximum qui sont vraiment plus élevées que 2010. Puis aussi, vous voyez, après ça, c'était 2021 qui était l'année, la troisième année la plus chaude, puis 2023. Mais vous voyez l'écart par rapport justement à l'année précédente qui était l'ancien record 2010, qui est assez substantiel en termes de température maximum. Je n'insisterai pas sur les autres variables, on va en reparler tout à l'heure. Quelques éléments importants, et je vais en reparler tout à l'heure. Ce qui est aussi préoccupant, c'est qu'on voit, ça c'est encore une fois les séries de réanalyse des RA5, sur l'ensemble du globe, pas l'ensemble du globe, mais de 60 degrés sud à 60 degrés nord, on voit que l'atmosphère contient de plus en plus de vapeur d'eau et ça a été particulièrement le cas en 2024, qui a été vraiment l'année qui a marqué, on va dire, un contenu d'humidité dans l'atmosphère qui était plus importante que d'habitude. Et ça, c'est évidemment relié au fait que l'atmosphère se réchauffe. Plus l'atmosphère se réchauffe, plus il peut contenir d'humidité,
plus l'océan se réchauffe, plus il peut évidemment évaporer de l'eau pour transférer évidemment cette humidité-là des surfaces océaniques en direction de l'atmosphère. Donc ça, c'est préoccupant et on voit ici à droite, vous voyez ici ERA 5, Copernicus, ça fait encore une fois regarder les anomalies par rapport aux autres années. Puis encore une fois, j'insiste là-dessus, l'endroit où le globe a été d'ailleurs, les zones continentales affectées par le plus fort réchauffement, on voit justement qu'on a subi, on a connu des quantités de vapeur d'eau particulièrement exceptionnelles, beaucoup plus élevées que la normale. On voit ici d'ailleurs cette espèce d'empreinte, vous voyez ici dans l'Atlantique, cette espèce d'endroit justement où on a beaucoup d'humidité dans l'atmosphère, qui est évidemment les endroits où on a aussi connu un réchauffement important, comme je le montrais tout à l'heure dans la précédente figure. Une étude récente qui a vraiment été d'ailleurs publiée récemment montre que ce qu'on appelle les whiplash trends, en fait, ce sont les tendances sur ce qu'on appelle les alternances rapides d'un point de vue hydroclimatique qui peuvent mener justement à des séquences très humides ou très sèches. À l'échelle, encore une fois, intrasaisonnière, puis cette étude montre à la fois que l'ensemble des modèles climatiques, mais aussi la réanalyse ERA5 suggère que cette alternance, encore une fois, pénurie, excès d'eau, séquence humide, séquence sèche, a augmenté globalement sur toute la période 1940 jusqu'à 2023, surtout à des échelles intrasaisonnières. Et vous voyez ici, sur l'est de l'Amérique du Nord, encore une fois nos régions, qu'on est justement dans un des secteurs de l'Amérique du Nord où on a justement ces alternances très très marquées, séquence humide, séquence sèche. Et la tendance est statistiquement significative, encore une fois, pour ces régions-là. Et on le voit ici à proximité de la baie du Son, on va en reparler tout à l'heure. Juste pour mentionner, effectivement, cette analyse-là a été faite avec le Standardized Precipitation Evaporation Index, qui en fait combine à la fois les déficits de précipitation, puis aussi l'effet d'évaporation, en particulier relié aux températures de l'air et de surface. Alors, rapidement, avant de rentrer dans le détail justement des outils, etc., je fais juste un bref aussi aperçu. Je vous ai montré les changements de température, on parle des vapeurs d'eau, etc. Mais à travers le Canada aussi, on voit notamment au printemps ici des tendances vraiment statistiquement significatives pour les températures maximum, pratiquement à l'échelle, pratiquement sur l'ensemble du Canada. Très statistiquement significatives d'ailleurs du côté à la fois ouest mais aussi est de la baie d'Hudson. Donc, une augmentation des températures au printemps, une diminution des humidités relatives aussi, de l'humidité relative ici, dans les endroits où ça se réchauffe particulièrement, de façon particulièrement significative. Ici, vous avez l'équivalent d'eau de la neige aussi qui diminue systématiquement dans la plupart des régions. C'est vrai en particulier ici au Québec. Vous savez qu'au Québec, évidemment, en dehors des Rocheuses, on a évidemment les quantités de neige les plus importantes. Donc, ça aussi, c'est le fait qu'on ait moins à la fois d'épaisseur de neige, mais l'équivalent en eau de la neige est moins importante, est en train de diminuer en hiver, au printemps. C'est évidemment à mettre en perspective avec le réchauffement. Je vous ai mis en haut à droite les tendances sur les précipitations. Il n'y a pas de changement majeur sur les précipitations, peut-être légèrement une augmentation dans le sud du Québec, mais on ne voit pas en fait ni l'humidité relative, ni les quantités évidemment de neige moins importantes qui sont reliées à des changements dans le régime de précipitation. C'est vraiment un effet relié à la température qui augmente. Puis vous avez complètement à droite ici l'indice DMC, donc qui est l'indice d'humus, qui est une évaluation numérique évidemment de la teneur moyenne en eau des couches organiques du sol. Et on voit encore une fois là où ça se réchauffe, là où l'humidité relative diminue, on voit une augmentation vraiment significative, notamment des sécheresses de surface les plus extrêmes. Ça, c'est au printemps. Et puis on regarde maintenant sur l'ensemble de la saison de feu, à la fois ce réchauffement-là, encore une fois quasi généralisé sur le Canada, la diminution encore une fois de l'humidité relative, l'indice forêt météo aussi qui augmente de façon substantielle d'ailleurs, à la fois côté ouest mais aussi côté est. En particulier, vous voyez ici, la majeure partie du Québec, et en particulier la forêt boréale, est affectée justement par des indices de plus en plus importants, extrêmes, maximum, notamment pendant la saison de feu. Puis c'est vrai aussi, encore une fois, pour le DMC, on voit à peu près le même patron qu'on voyait tout à l'heure d'ailleurs au niveau du printemps, mais on voit par contre
de façon plus systématique, le Québec aussi se distinguer avec une augmentation de la sécheresse, évidemment, des indices de sécheresse sur l'humus. Alors, en terminant aussi cette introduction, évidemment, vous vous rappelez 2023, qui a été un record pour nous, pour notamment à la fois, encore une fois, l'indice d'humus, mais également pour un autre indice qui est l'indice de propagation initiale, qui a fait en sorte que les feux, évidemment, ont pris une envergure majeure. On voit ici que vraiment, pour toutes les autres années, pour toutes les années de 1950 jusqu'à 2024, là, on a inclus également 2024, on voit vraiment ici, vous voyez ici que l'indice ici a été vraiment le plus élevé de toutes les séries qu'on avait depuis 1950. Alors, terminant aussi, on voit que cette température qui augmente pendant la saison de feu, ça c'est l'anomalie de l'année dernière qui était vraiment particulièrement importante, ben, elle a signifié à la fois ce qu'on appelle des indices de sécheresse particulièrement forts, c'est vrai pour la majeure partie du Québec dans le nord, alors que le sud est était affecté justement beaucoup plus par une humidité, voire des excès de précipitations. Vous vous rappelez l'année dernière, mais ça a été aussi en partie le cas cette année. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette figure-là. Vous voyez ici qu'on a une espèce de distribution extrêmement hétérogène entre le nord, qui était particulièrement sec l'année dernière, et le sud particulièrement humide. On retrouve d'ailleurs la trace de beaucoup d'événements extrêmes qui nous ont affectés dans le sud du Québec. Vous vous rappelez l'année dernière, on a connu des précipitations extrêmes, voire certains records, mais ça a été également le cas en 2024, notamment lorsque la tempête Débit nous a affectés. Et on voit la signature que tout ça a évidemment sur l'indice forêt météo qui a été particulièrement extrême l'année dernière. Voilà. Alors, en ce qui concerne les modèles numériques, on va surtout insister là-dessus. Je vais présenter quelques petites choses qui viennent justement des travaux qu'on fait en modélisation. Alors, on avait un modèle ici à gauche qui était l'ancien modèle qu'on utilisait d'ailleurs, qui était le modèle régional, la version 5 du modèle. À l'UQAM d'ailleurs, le centre Esquerre est rendu à la 6e version du modèle régional qu'on développe depuis les années 90. On était d'ailleurs, mon collègue René Laprise, le pionnier dans le domaine. Ça a été le premier d'ailleurs à développer un modèle régional du climat au Canada, avant Environnement Canada. René Laprise, évidemment, venait à l'époque d'Environnement Canada. Il travaillait avec l'équipe de George Bower, justement, sur le développement du modèle global. Et il est venu à l'UQAM, justement, pour développer ce modèle régional. L'ancienne version était la version 5, je vous en parlerai un tout petit peu après. Puis également, ici à droite, c'est qu'on a décidé, là, on a des simulations en cours, je vous montrerai tout à l'heure, sur l'ensemble du domaine d'Amérique du Nord à 12 km de résolution, mais on a également une grille qu'on a commencé à mettre en place pour faire des simulations à beaucoup plus haute résolution, à 2,5 km de résolution en mode convection permitting, c'est-à-dire que le modèle est capable de façon explicite de reproduire la convection profonde, par exemple à l'origine des orages, qui peuvent être évidemment dans certains cas à l'origine aussi des impacts de foudre. On utilise dans ce modèle-là aussi, en fait, c'est le modèle de prévision d'environnement Canada, qui est le HRDPS, la version 5.1.1, et on en fait une version climat, donc on change en particulier le schéma de surface, qui est plus sophistiqué, plus adapté évidemment à les échecs climatiques, alors que le modèle de prévision, lui, utilise un modèle beaucoup plus simplifié, le modèle ISBA, qui est utilisé notamment en mode prévision. Alors, les simulations que je vais vous montrer, je vais surtout insister ici sur la simulation ici en rouge. Le modèle ici piloté par la réanalyse ERA5, c'est la version qu'on utilise en fait pour faire les évaluations avant de passer d'ailleurs avec d'autres versions. Ce modèle-là est une simulation que je vous montre ici, je vais surtout insister sur le 12 km. Je vous montrerai quelques exemples de simulations qu'on fait aussi avec la version 2.5, voire même à plus haute résolution. Donc, ces simulations-là, on les a complétées d'ailleurs en 2024 pour toute la série historique 80-2023, mais on a également lancé des simulations qui sont également complétées avec 3 des modèles globaux du projet CIMIP, Couple Model Impact Comparison Project, qui est en fait la dernière version des modèles globaux qui ont été utilisés dans le dernier rapport du GIEC publié en 2023. Et juste pour mentionner, on a également des simulations en cours avec ces 3 mêmes modèles. Sur les périodes futures, on utilise pour l'instant le scénario SSP 3 7.0,
qui, entre parenthèses, évidemment, avec les émissions de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter, malheureusement, on n'a pas été encore capable à la fois de les stabiliser, mais de potentiellement les réduire. On est justement sur une trajectoire entre ce scénario 6.0 et le 7.0. Donc, c'est aussi un scénario qui reste plausible pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'évidemment, on n'aura pas augmenté notre capacité aussi à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a les simulations en cours. On devrait les avoir d'ailleurs complété ces simulations futures d'ici l'été prochain. Alors, ici, je vous montre les résultats des simulations sur la période historique avec le modèle piloté en mode réanalyse. Alors là, c'est pour les températures qu'on compare ici sur la réanalyse ERA5 qui était une résolution autour de 31 km. On utilise évidemment le plus possible maintenant la réanalyse ERA5 Land uniquement disponible sur la partie continentale qui est à plus haute résolution à 9 km. Puis le modèle non piloté avec ERA5, on voit que on est tendance à être un peu plus chaud dans les prairies que notamment ERA5 Land, mais grosso modo, la distribution des températures est relativement bien reproduite à travers le pays. En particulier ici, vous voyez, je vais insister un tout petit peu, on voit ici les différences grâce à la résolution au moins à 12 km, capable de capturer ce qu'on voit encore une fois dans ERA5 Land, peut-être un peu moins détaillé dans ERA5, mais vous voyez ici les différences, notamment dans l'estuaire, l'effet de la présence évidemment des températures océaniques, notamment de golfe du Saint-Laurent et estuaires, qui permettent évidemment d'avoir des températures généralement moins froides en hiver qu'évidemment plus intérieures du continent. Donc ça, c'est vraiment des effets de bordure qu'on est capable évidemment de capturer. Vous voyez ici aussi l'effet de la baie du son. Ça, c'est connu. Près de la baie du son, on a à la fois des gradients de température, mais aussi d'humidité et aussi de vent. Je regarderai ça tout à l'heure avec vous, qui sont aussi reliés aussi à la présence des masses d'eau. Alors ici, vous avez un diagramme de Taylor qui, à la fois ici, vous avez les corrélations ici, ici les déviations standards, puis ici sur les root mean square error, donc les erreurs quadratiques centrées normalisées. Donc on voit ici, si on compare par exemple ERA5 avec son homologue ERA5 Land, qu'on utilise pour la référence pour la température sur l'ensemble du Canada, à l'exception des écozones les plus nordiques. Là, on prend toutes les températures moyennes quotidiennes, on utilise évidemment les séries horaires qu'on utilise pour calculer évidemment les indices EFM. Donc, on prend toutes les valeurs entre 15h et 21h durant toute la saison de feu pour toute la période de 81 à 2014. Et on voit que, bien, évidemment, ERA5 se rapproche pas mal tant en termes de corrélation, mais aussi des versions standards et les mean square errors sont relativement faibles pour tous les points gris qui couvrent ce domaine-là. On voit ici en rouge, c'est la médiane de tous les points. Euh, Quand on prend le modèle piloté avec ERA5, bon, c'est un peu moins bien évidemment que la réanalyse, on s'attend à ça, mais on obtient quand même des très très bonnes corrélations avec non seulement les corrélations, mais aussi des versions standards qui est assez similaire, avec aussi des erreurs quadratiques qui sont quand même relativement raisonnables. Beaucoup, une nette amélioration par rapport à la version précédente du modèle, le RCC5. À l'époque, il n'était pas, on ne le pilotait pas évidemment avec les réanalyses ERA5, on utilisait l'ancienne réanalyse qui était la réanalyse ERA5, ERA intérim. Mais on avait la même résolution, donc vous voyez vraiment la distribution ici de l'ensemble des points et des corrélations qui étaient quand même moins bonnes, mais on voit quand même une nette amélioration avec la nouvelle version du modèle qu'on est en train de développer. Alors, ça c'est pour les précipitations. Vous voyez ici, j'insisterai pas trop longtemps. On a découvert aussi que il faut faire attention quand on parle de références, notamment des réanalyses pour la précipitation, parce qu'on s'est rendu compte, en particulier quand on regarde des éléments extrêmes comme débit ou d'autres phénomènes, ben, les réanalyses ont tendance à sous-estimer les quantités de précipitation, notamment parfois en termes de cumul saisonnier ou mensuel, mais aussi surtout relié aux événements extrêmes. Donc, le modèle reproduit pas mal aussi l'ensemble des distributions. Par contre, on a tendance à avoir une précipitation plus importante dans l'est du pays. Mais encore une fois, on est en train de comparer avec d'autres bases de réanalyse ou d'autres sets de données, notamment les données observées. On se rend compte qu'en fait, c'est peut-être plus la réanalyse qui tend à être sous-estimer les valeurs de précipitation. J'en reparlerai tout à l'heure quand je vais parler
des systèmes à méso-échelle qu'on tente de capturer avec le modèle régional. Alors, là, on regarde justement rapidement les précipitations, les Darren Taylor, encore une fois, sur l'ensemble des écozones, sauf les plus nordiques. On voit qu'encore une fois, de toute façon, les deux réanalyses, ERA5 et ERA5 Land. ERA5 Land utilise la précipitation de la réanalyse globale, mais simplement les schémas de surface permettent parfois d'augmenter un tout petit peu vers l'évaporation plus importante à haute résolution les quantités de précipitation. Mais on voit de façon très équivalente entre les deux réanalyses à des résolutions différentes. Le modèle, évidemment, est un peu moins bon que pour les températures, mais on obtient quand même des corrélations qui sont quand même assez substantielles. On a par contre une dispersion plus importante, mais encore une fois, faisons attention de ne pas faire dire à la réanalyse ce qu'elle ne peut pas dire, notamment pour les précipitations parfois plus importantes, notamment qui marquent certains étés, en particulier dans l'est du pays. Donc ça, on va refaire cet exercice-là aussi avec, comme je dis, d'autres sets d'observations. Encore une fois, même chose que pour les températures, on a une amélioration nette par rapport à l'ancienne version du modèle, encore une fois, sur la majeure partie des régions. Alors, les méthodes de calcul, je ne rentrerai pas, je vais passer rapidement là-dessus, la plupart d'entre vous connaissez ça. Les indices forêt météo, bon, on utilise évidemment la méthodologie qui a été développée par De Groot et al., donc vos collègues de ressources naturelles Canada. On s'est basé là-dessus pour évidemment reprendre cette méthodologie-là. Je rappelle qu'aussi qu'on a besoin des variables météorologiques aux heures. Hein. Autrement, on fait des hypothèses, notamment sur les températures maximum dans la journée, etc. Et ça peut ou pas engendrer des différences par rapport évidemment à ce qu'on observe sur le terrain. Mais donc, simplement pour dire que la plupart des indices, on utilise évidemment la température, l'humidité relative, le vent, la pluie, les précipitations, pour calculer un certain nombre d'indices. Donc, je vais surtout insister là-dessus. C'est sur quelques indices dans les quelques diapos qui vont suivre. Mais on a modifié aussi, là on est en train d'ailleurs de finir une publication là-dessus, le fait qu'on ait de larges, on va dire, fuseaux horaires à travers le Canada, automatiquement, ça fait en sorte que, par exemple, je prends l'exemple du Québec, qui est évidemment la province qui a la plus grande superficie en longitude de toutes les provinces canadiennes. Ça fait en sorte qu'on a un décalage quand on prend les heures UTC par rapport à, évidemment, le midi solaire ou le maximum d'insolation à l'échelle locale. Plus on s'en va d'ailleurs d'est en ouest, plus cette discontinuité ou ce décalage par rapport au maximum solaire local devient important. Et on s'est rendu compte, quand on travaille notamment à des échelles très fines, 2.5, que ça générait des discontinuités à chaque fois qu'on changeait de fuseau horaire. Et on a dit, non, il faut régler ça. Donc, on a travaillé justement à modifier avec une équation qui est connue pour ceux qui travaillent évidemment dans le domaine de la physique, notamment pour calculer des choses à l'échelle locale, notamment pour les bilans énergétiques. L'heure solaire, on fait une correction reliée justement à l'effet de la longitude. Et aussi, on a un effet aussi de la correction de l'équation du temps parce que la Terre ne se déplace pas toujours à la même vitesse sur son orbite. Donc, tout ça engendre un décalage qui peut être plus ou moins de 16 minutes par rapport à l'heure légale. Donc, on utilise cette correction pour que, à chaque point de grille, pour chaque jour de midi solaire, on puisse calculer en fonction du point de grille, évidemment, concerné. Par exemple, l'heure UTC solaire calculée à 18h20, elle prend le point de grille spécifique proportion de 33% de la couche UTC de 19h et 66%, par exemple, de la couche de 18h. Donc, ça nous permet de régler ces problèmes, entre autres, de discontinuité qu'on voyait, encore une fois, marqués à très haute résolution lorsqu'on changeait d'un fuseau horaire à l'autre. Donc là, on utilise cette méthodologie-là pour modifier le calcul, les IFM, en prenant les variables aux heures pour calculer cette correction du mini-solaire à l'échelle locale. Là, je vous montre aussi d'autres comparaisons qu'on est en train de faire avec des produits déjà existants. Encore une fois, on utilise l'ensemble des zones continentales. On fait un masque, évidemment, pour ce graphique-là, je vous montre là. Donc, toutes les statistiques sont calculées à partir de la moyenne
qu'on établit sur la période 80-2010, la moyenne saisonnière des valeurs quotidiennes qu'on calcule de chaque indice IFM est préalablement moyennée sur l'ensemble du domaine. Là, je vous donne un exemple. On compare également donc la donnée, la réanalyse ERA5, la version du modèle dont je viens de vous parler tout à l'heure à 12 km. L'ancienne version du modèle ici, et je vais surtout insister sur l'ancienne version du modèle pilotée en mode réanalyse, et puis aussi les produits qui nous viennent de mes collègues, de nos collègues d'Environnement Canada, avec le modèle qui est à plus basse résolution. C'est un modèle à 50 km de résolution, avec des ensembles qu'ils ont réalisés qui s'appellent les données Candid, donc une résolution de l'ordre de 0,44 degrés à peu près 50 km. Et on voit ici pour tous les indices IFM, le modèle ici en bleu, notre version ici, c'est vrai pour notamment l'indice Dwarrod Code, on obtient de très très bonnes corrélations, meilleures que les autres, on va dire, simulations, en particulier aussi pour tous les autres indices. Puis vous voyez aussi tous les autres indices à la fois pour Canlid, puis aussi pour l'ancienne version du modèle. Elles sont définitivement moins bonnes, encore une fois, pour l'ensemble du Canada. On est en train évidemment d'analyser ça écozone par écozone. Mais ça montre à quel point aussi c'est important, juste pour mentionner, Canlid utilise des données quotidiennes pour calculer les indices IFM. Est-ce que c'est la différence de calcul qui se fait à l'échelle quotidienne versus horaire que nous on utilise? Ou est-ce que c'est aussi l'effet de résolution? C'est toutes des choses évidemment qu'on va devoir regarder au fur et à mesure. Mais définitivement, ça montre aussi à quel point, à la fois pas juste la résolution, mais peut-être aussi la résolution temporelle des variables météorologiques qu'on utilise pour calculer les IFM aussi a un rôle non négligeable à jouer. Un autre exemple ici, c'est vraiment, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les variables météorologiques, ça c'est pour l'indice IFM. On compare ERA5 par rapport à son homologue ERA5 Land. Encore une fois, ça c'est l'IFM, encore une fois, calculé sur tous les points de grille, toujours sur le même masque que je vous l'ai montré précédemment. Donc c'est un peu moins bon évidemment que ERA5 quand on se compare aussi, mais encore une fois, on va devoir utiliser d'autres produits pour vérifier que la précipitation de ERA5 Land n'a pas ou pas un effet aussi sur le fait d'avoir des tendances à calculer certaines variables qui sont parfois peut-être pas assez humides si la réanalyse évidemment ne produit pas assez de précipitation ou à des erreurs évidemment reliées par exemple à l'humidité relative. Encore une fois, même chose que pour la température et la précipitation, définitivement bien meilleure que l'ancienne version du modèle qu'on avait, encore une fois, piloté avec l'ancienne réanalyse ERA5, ERA intérimée. Alors, quels sont les autres facteurs à considérer? Là, je vous ai parlé de la façon dont on calcule les IFM et la modification qu'on a fait avec le calcul du midi solaire, l'outil évidemment qui est notre modèle régional à des hautes résolutions. Qu'est-ce qu'on doit considérer comme étant aussi important à les échelles locales ou régionales et aussi plus généralement des facteurs de grande échelle à considérer? Parce qu'il ne faut pas oublier, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, un modèle régional comme le nôtre, ben, on le pilote à l'extérieur des frontières, aux frontières, mais aussi à l'extérieur, évidemment, qui vient de la circulation à grande échelle, à la fois, par exemple, de la réanalyse, mais ça peut provenir aussi d'un modèle global. Donc, c'est important, notamment, de savoir quels sont les facteurs de grande échelle qui vont aussi influencer ce que le modèle voit ou génère ou simule à l'intérieur du domaine. Alors, on s'est aperçu, on est en train de regarder ça, là, je vous donne un exemple des vents. Là, les vents qui sont produits par ERA5, ceux de ERA5 Land, on voit déjà une différence un peu plus nette qu'on ne voyait pas tout à l'heure nécessairement avec la précipitation, mais aussi la température, sur la vitesse des vents qui sont systématiquement évidemment plus élevées à proximité de la baie d'Hudson, mais également dans le nord. C'est vrai pour le nord du Québec, c'est vrai également pour le nord du Canada. Avec le modèle à 12 km, ben, on produit des vents en général plus intenses. Je vous montrerai que la réanalyse, c'est peut-être pas nécessairement, excusez, euh, c'est pas nécessairement évidemment les meilleurs sets de données à utiliser pour les vents, parce qu'on s'est rendu compte, on est en train de se rendre compte que ben il y a une sous-estimation notamment de certains vents. Vous voyez ici que le modèle a tendance à être plus bruyant. Est-ce que c'est vrai ou pas? On a notamment dans les prairies aussi des valeurs plus intenses, mais est-ce que cette hétérogénéité en termes de vent
est-ce que c'est quelque chose de réel ou c'est vraiment un effet d'artefact, un problème dans le modèle? On est en train d'investiguer tout ça. Et je vous donne un exemple ici. J'ai une étudiante qui travaille aussi avec mon collègue Martin Leduc sur un autre projet que j'ai financé par CRSNG sur les aléas, les risques et les résiliences de l'infrastructure minière et électrique. C'est un projet qu'on mène avec Hydro-Québec qui souhaite voir évidemment une information reliée au vent qu'on génère avec le modèle, notamment à haute résolution, parce qu'évidemment, vous le savez, les extrêmes de vent ont des impacts évidemment sur la distribution et les ruptures les coupures d'électricité qu'on a. Le vent d'ailleurs est responsable de la majorité des coupures d'électricité qu'on a. Donc on teste le modèle à différentes résolutions. Là, je vous montre des simulations d'ailleurs qu'on a fait à très haute résolution, 1 km, 2,5 avec différentes 1 km, on a testé un modèle avec une grande grille versus une petite grille sur les cas d'études. Là, on va surtout regarder, là, je vous montre ici le travail que fait une de mes étudiantes, Amélie Michaud, notamment sur la tempête qui nous avait affecté il y a 2 ans à Noël, qui avait engendré d'ailleurs beaucoup de coupures d'électricité, qui s'étaient produites d'ailleurs pendant les fêtes de Noël. Donc, on regarde ici avec les comparaisons qu'on fait évidemment, dans la vallée du Saguenay, qui est beaucoup affectée, évidemment, par les effets de relief. La présence, évidemment, euh, notamment la mécanisation des vents dans la vallée du Saguenay peut aussi avoir un impact sur des intensités plus fortes. C'est ce qu'on observe. Dès que le modèle est à plus haute résolution, 1 km, 2,5, ben on est capable d'avoir les corrélations avec les vents qu'on mesure, qu'on a évidemment ici dans cette vallée-là, de façon plus importante à la fois par rapport à la version du modèle à 12 km. On voit que les corrélations diminuent. Soit d'ailleurs à 1 km, le 1 km fait le meilleur travail ici, parce qu'évidemment, les effets topographiques sont beaucoup mieux résolus avec le modèle à plus haute résolution. Mais le modèle 2,5 fait quand même une très bonne job. Et puis, par contre, on voit cette corrélation qui chute dès qu'on est à une résolution de 12 km, et en particulier, évidemment, avec la RANIS ERA5, qui lui est je vous rappelle, à 31 km. Dans l'estuaire, c'est pas systématique. On a quand même de très bonnes corrélations, encore une fois. C'est vrai aussi dans ce cas-là aussi avec l'air analyse. Et dans d'autres secteurs, comme en Estrie ici, en comparant avec différentes stations, on a encore une fois des valeurs qui tendent d'être meilleures en termes de corrélation avec les vents mesurés aux stations. Pour les valeurs maximum d'ailleurs qu'on a mesurées pendant cette tempête-là sur plusieurs jours. Puis je vous montre ici en bas à droite à Bécomo l'évolution des vents horaires entre le 23 et le 26 décembre pour la station de Bécomo ici en noir. Et vous voyez ici le modèle à 1 km, à la fois pour la grande grille et autres, est capable, il y a quand même un décalage dans le temps, mais ça c'est relié à plusieurs facteurs, mais on est capable d'aller capturer des vents beaucoup plus intenses qu'on a observé d'ailleurs pendant ce système-là, qui ont dépassé, qui ont presque atteint les 100 km/h. On a eu aussi des rafales plus importantes, on est en train de regarder évidemment l'effet des rafales. Mais vous voyez ici, pour terminer sur ce graphique-là, à la fois le modèle à 12, puis aussi à la réanalyse à 5, mais pas capable de capturer ces vents-là avec la même intensité. Ils ne génèrent pas les vents qui dépassent en généralement, qui sont inférieurs à 60 km/h et qui tendent à décroître très très rapidement, beaucoup plus rapidement d'ailleurs que ce qu'on observe à l'échelle de la station. Donc ça, c'est vraiment un effet d'ailleurs de la haute résolution qui est intéressant à voir dans la simulation des vents, en particulier les vents maximum ou les vents de rafale extrême. Un autre exemple, l'étude qu'on mène aussi dans le cadre du même projet que je vais mentionner tout à l'heure, avec on tente évidemment avec le modèle, encore une fois, à différentes résolutions, la 2,5 et 12 km, de voir si le modèle, on est capable de générer ce qu'on appelle les systèmes convectifs de mésoéchelle. Évidemment, qui sont des systèmes organisés qui peuvent générer des fortes précipitations, des forts vents, qui sont évidemment à l'origine des cellules orageuses dans lesquelles, évidemment, peut se produire de la foudre. Donc, l'avantage du modèle à haute résolution, c'est ça aussi. Est-ce qu'on est capable de capturer en mode convection permitting, donc en laissant la convection profonde se réaliser dans le modèle, de capturer ces phénomènes-là? Et on voit ici, je prends l'exemple de la figure ici, sur le domaine ici, qui est au sud de la frontière américaine, là où on a évidemment beaucoup plus de données. On a ici dans la réanalyse, vous voyez ici de mois par mois, on capture un tout petit peu certains de ces systèmes convectifs de mésoéchelle, mais définitivement absolument pas de la même ampleur, évidemment en termes de nombre,
que ce qu'on observe notamment ici en noir, ce sont les données radar, donc qui sont des données à 4 km, qui sont évidemment reliées au réseau de radar que les États-Unis ont, et évidemment plus importante qu'au Canada. Donc, la réanalyse, mais aussi le modèle à 12 km n'est pas capable d'aller capturer un nombre suffisant de systèmes convectifs de méso-échelle qu'on voit vraiment de façon substantielle augmenter, être capable de capturer ça à des échelles de 2,5 km, qui se comparent relativement bien d'ailleurs à ce qu'on observe ou ce qu'on reconstitue en termes de systèmes convectifs de méso-échelle avec les données radar. Il faut savoir que comment d'ailleurs on détecte ce système convectif de méso-échelle, on utilise évidemment la précipitation puis la température de brillance ou le ongoing long wave qui nous vient évidemment des sommets des nuages qu'on mesure ou qu'on calcule évidemment avec le modèle. Donc ici, vous voyez la distribution, le modèle, là c'est la fraction de précipitation totale qui vient de système convectif de méso-échelle. Donc dans les radars, ou que ce soit d'ailleurs sur les deux types de produits, on a à peu près 0,23, à peu près de l'ordre de 0,23, 0,30, la précipitation totale qui est directement issue du système ombrageux, le système convectif à méso-échelle, et le modèle surestime légèrement, mais il est capable d'aller chercher à 2,5 cette fraction de précipitation qui vient du système convectif à méso-échelle, alors à la fois à 12 km, mais également dans la réanalyse, on n'est pas capable de les capturer. C'est encore même inférieur, ce pourcentage-là, quand on regarde la réanalyse IRA5. Donc, vraiment l'effet de la haute résolution sur aller capturer les systèmes convectifs de méso-échelle. Alors, autre travail qu'on mène avant que je termine ma présentation, puis que je vous laisse la période de questions. On a également un travail qu'on fait aussi sur, on sait, la circulation atmosphérique quand on a ce qu'on appelle des phénomènes de blocage, donc des systèmes qui vont persister, par exemple, de haute pression, générer des temps chauds et secs, euh, qui ont un effet évidemment sur la présence évidemment de situations qui sont anormalement chaudes puis anormalement sèches qui vont évidemment conduire au feu de forêt. Et on regarde encore une fois avec la réanalyse ERA5 du travail qu'on fait ici. Vous voyez ici en rouge toutes les tendances qui sont statistiquement significatives sur, on centre évidemment sur une projection ici sur le pôle. On voit ici dans le nord du Québec, nord de la baie du Son, une augmentation de la fréquence des événements de blocage sur toute la période de 1950 à 2023. Encore une fois, on se concentre sur la saison de feu. C'est vrai aussi, non seulement on voit ici un tout petit peu du côté pacifique, qui vont évidemment affecter une partie de ces blocages-là, évidemment, ce qui se passe dans le nord-ouest. Nous, on est beaucoup plus affectés côté, évidemment, québécois, dans l'est, par les blocages qui se forment près du Groenland ou à proximité du Groenland, y compris, évidemment, dans le nord du Québec. Donc, des systèmes de blocage qui tendent à augmenter de façon significative dans le nord, peut-être un peu moins d'ailleurs de blocage dans le sud, notamment au-dessus de la baie du Son. Mais également, ce n'est pas juste en termes de fréquence de blocage, mais c'est le cas également en termes d'intensité. Donc, non seulement les blocages sont plus fréquents, mais quand ils se produisent, ils sont plus intenses. Et encore une fois, toujours la même région qui quasi se superpose. Les systèmes d'ailleurs de blocage qui sont importants ici au sud du Groenland ou dans nos régions sont non seulement plus fréquents, mais plus intenses. On regarde également un autre facteur qui influence à la fois les blocages, une partie des caractéristiques, je vous en montrer un exemple juste après, ce qu'on appelle les Rossby Wave Breaking, c'est que pendant qu'on a des événements de blocage, la circulation atmosphérique, les ondes de Rossby et la circulation des ondes synoptiques dans l'atmosphère sont modifiées. Et ça peut engendrer évidemment des patrons systématiques de situations anticycloniques qui persistent, mais également de circulation cyclonique. Donc, à gauche, vous avez les Rossby Wave Break qui génèrent des situations anticycloniques. Et on voit là où on voyait les fréquences de blocage aussi qui augmentent, augmenter aussi ces Rossby Wave Break qui génèrent des situations anticycloniques, encore une fois dans le nord du Québec. Puis on voit également l'est du pays avoir cette tendance à avoir plus systématiquement, encore une fois, toujours pendant la saison de feu, des situations où on a des situations anticycloniques. Et ça
ça a un effet non négligeable, évidemment, sur la présence aussi des anomalies de température, de précipitation et potentiellement des risques de feu. On ne voit pas, par contre, de façon systématique des Rossby Wave Breaking cycloniques, peut-être légèrement au-dessus de la baie d'Hudson, mais avec une diminution, une augmentation dans le nord, mais surtout, en fait, on voit ce patron-là, des situations avec plus systématiquement anticycloniques qui affectent à la fois le nord, mais aussi l'est du pays. Alors, je termine avant de conclure. On regarde aussi les paires de corrélation entre les différents facteurs. Vous voyez ici ce qu'on appelle ça sont les corrélations par paire qu'on fait avec une corrélation Spearman sur, par exemple, l'étendue du blocage, comment ça peut pas affecter certaines variables, la température, la précipitation, les indices IFM, etc. Là, d'ailleurs, pour toutes les températures, précipitations, IFM, on prend toutes les anomalies sur le Québec. Là, on s'est concentré vraiment sur le Québec. On regarde évidemment situation synoptique, blocage et onde de Rossby qui affectent surtout l'Atlantique, puis toutes nos régions, évidemment, qui sont affectées dans l'est du pays. Donc, on regarde l'étendue des blocages, la durée des blocages, les situations des Rossby Wave qui engendrent des situations anticycloniques. On regarde aussi, par exemple, l'oscillation nord-atlantique, la NAO, North Atlantic Oscillation. Est-ce que ça affecte ou pas, notamment pendant la saison estivale, certaines des caractéristiques, notamment de température ou d'autres variables? L'intensité des blocages, on a vu tout à l'heure aussi que ce sont un facteur qui est en train d'augmenter, pas juste le nombre. Et on a aussi introduit une nouvelle qui est intéressante. Je vous montrerai aussi, on peut le regarder ici, la distance des blocages. On sait que plus les blocages se rapprochent de nos régions, en particulier soit dans le nord, mais également des côtes du Québec, plus d'ailleurs on voit cette distance-là qui raccourcit une corrélation statistiquement significative. Donc, plus la distance est courte, donc, moins elle est longue, plus les températures vont augmenter. Et vraiment de façon significative. Mais je voulais insister surtout ici en rouge sur les températures. On va commencer par les températures. En fait, les températures sont vraiment affectées, on le voit vraiment, en corrélation très forte, 0,70 par les situations anticycloniques. C'est vraiment le facteur primaire le plus important, la circulation atmosphérique anticyclonique, puis aussi l'étendue des blocages. Donc, plus on a des blocages qui sont pas juste intenses, mais surtout qui sont étendus et qui vont couvrir nos régions, plus évidemment avoir tendance à affecter l'ensemble des anomalies de température sur le Québec. Les indices IFM, l'indice IFM, lui est affecté, il est négativement corrélé, évidemment, moins de précipitations. Là, on comprend tout à fait, plus d'indices IFM vont avoir tendance à être élevés. Donc, on voit l'effet, évidemment, les anomalies de précipitation. C'est vrai, évidemment, pour les températures. Donc, combinaison à la fois de température plus élevée, puis aussi moins de précipitations, c'est sûr que ça favorise des indices IFM plus importants. On a aussi une corrélation vraiment importante, certainement significative aussi avec les situations anticycloniques pour les indices forêt météo, puis également sur l'étendue aussi des blocages. Donc, vraiment, on voit que c'est des facteurs aussi qui sont non négligeables, à la fois les caractéristiques des ondes de Rossby, mais aussi une partie des caractéristiques de nos blocages, à la fois en termes d'étendue, puis aussi l'effet de la proximité de ces blocages-là et un effet direct, évidemment, sur les températures plus élevées au Québec. Alors, en conclusion, on voit que les conditions météorologiques et climatiques avec les risques de feu associés et une accélération du réchauffement, en particulier, je vous l'ai montré ici pour 2024, c'est vrai, vraiment ici à la fois au printemps, mais aussi pendant toute la saison de feu, une accélération du réchauffement à travers le Canada, en particulier qui se combine parfois à un déficit de précipitation. Ça a été le cas en 2023, c'était le cas en partie en 2024 pour certains secteurs, évidemment de l'ouest du pays, mais aussi encore une fois dans le nord. L'année dernière, on n'a pas eu de saison de feu trop active. Heureusement, on a eu moins d'événements de foudre et aussi système convectif. Mais le nord-ouest et aussi l'est de la baie d'Hudson semblent vraiment affectés. À la fois par cette combinaison de réchauffement, mais c'est aussi un déficit de précipitation. Donc, et on voit l'effet aussi sur la sécheresse du combustible. Je vous ai montré aussi les tendances tout à l'heure. Certaines des caractéristiques des blocages qui sont en train de changer, sur toute la période de 1950 à 2023. On a une augmentation à la fois de leur durée, de leur étendue, avec des tendances extrêmement significatives. Et on voit une diminution de la distance aux côtes. Je ne vous ai pas montré ça sur cette figure-là,
Mais ça, c'est préoccupant. Ça veut dire que non seulement on a des systèmes de blocage qui sont plus étendus, qui durent plus longtemps, mais ils se rapprochent de nos côtes. Automatiquement, ça va avoir un effet majeur, encore une fois, sur le régime hydroclimatique, le fait qu'on a des anomalies de température qui peuvent plus facilement se combiner avec des anomalies négatives de précipitation. Et on a également des situations cycloniques à l'origine des phénomènes de persistance, à la fois chaud et sec, qui augmentent au nord et à l'est du Québec. Mais on va devoir d'ailleurs regarder, est-ce qu'il y a des tendances qu'on est capable de distinguer dans ces phénomènes justement de Rossby Wave Breaking dans le futur. C'est vrai aussi, ça va être le cas aussi, on va devoir faire ce travail-là avec évidemment les blocages. Juste pour mentionner, ça j'insiste, tout ceci évidemment augmente les risques de feu de grande envergure comme on l'a vu évidemment en 2023 quand on combine les fortes anomalies de température puis aussi le déficit de précipitation. Et j'insiste aussi pour ceux qui sont évidemment concernés là-dessus, mais on l'a vu aussi, je reviens à vous rappeler avec l'image qu'on voyait tout à l'heure de 2023, on a tout un contraste nord-sud avec des excès, donc des excès de précipitations dans le sud et au contraire des déficits dans le nord. Et ça, c'est problématique parce qu'on va avoir justement cette alternance de phénomènes de persistance qui vont être particulièrement problématiques notamment pour la gestion des infrastructures, quand on parle des excès d'eau, mais aussi évidemment relié au déficit de précipitation quand on parle des feux de forêt. Alors, en termes de modélisation et de prévisibilité, qu'est-ce qu'on doit regarder à l'échelle des écosystèmes? D'abord, on se rend compte de plus en plus de l'importance de la combinaison des facteurs d'échelle régionale, par exemple tout ce qui est processus thermodynamiques qui sont reliés aux conditions de surface. On l'a vu, l'effet que ça peut avoir sur l'humidité relative, mais aussi l'effet sur les vents locaux, l'effet de la topographie, évidemment, qui n'est pas nécessairement en lien avec les processus thermodynamiques, mais il ne faut pas oublier une chose, que plus le climat se réchauffe, plus les échanges à la fois d'humidité et de chaleur entre la surface et l'atmosphère vont augmenter. Plus ces processus-là deviendront de plus en plus importants, en particulier pour les risques de feu. Puis on le voit aussi à travers le monde, de plus en plus. Sécheresse de plus en plus excessive avec les températures qui augmentent, mais aussi des phénomènes convectifs de précipitation, des orages de plus en plus intenses, violents, en particulier dans les zones extratropicales comme les nôtres. Okay? Et l'étude que je vous montrais tout à l'heure de Swen et al. Montre à quel point cette volatilité, cet excès, cette accélération du cycle hydrologique, notamment à les échelles régionales, donc avec des échanges thermodynamiques de plus en plus importants, ben, il faut les considérer. La dynamique de grande échelle, les blocages ondes de Rossby, je l'ai insisté évidemment là-dessus, est un facteur non négligeable. Donc, il y a des facteurs à la fois d'échelle régionale, mais aussi de grande échelle. On doit continuer à travailler évidemment sur la valeur ajoutée des modèles en convection permitting, qui est certes potentielle, je vous ai montré un exemple pour les vents, mais elle doit être aussi confirmée pour les autres variables. Évidemment, on travaille là-dessus. La résolution temporelle, pas juste spatiale, j'ai insisté tout à l'heure avec le fait, est-ce qu'on doit utiliser les variables, par exemple, quotidiennes aux 3 heures versus aux heures pour calculer les indices CFM? Ben, je dirais d'un point de vue météorologique, si les échanges thermodynamiques sont accélérés, ça prend les bonnes résolutions temporelles pour être capable de bien capturer les maximums quotidiens, par exemple, de certains indices IFM, mais aussi les vents et les précipitations qui sont fortement affectés par un cycle diurne. Donc la résolution temporelle des variables météorologiques est aussi un facteur à considérer. On se rend compte, par exemple, je ne vous l'ai pas montré là, qu'on a un cycle diurne des précipitations avec une augmentation à partir du moment où, évidemment, où l'accumulation de chaleur en surface fait en sorte qu'on évapore beaucoup, évidemment, d'humidité. On voit des systèmes convectifs se former à certaines heures de la journée. Ça, c'est documenté. Mais on ne peut pas avoir ce facteur-là à des basses résolutions, à la fois spatiales, mais aussi temporelles, parce que ce cycle diurne, on le perd. Pour la formation aussi des systèmes convectifs de mésoéchelle qui sont à l'origine évidemment des orages et de la foudre, c'est aussi un facteur à considérer, pas juste la résolution spatiale, mais également la résolution temporelle. Puis je termine pour dire, voilà, prochaines étapes, on est en train de regarder évidemment toutes ces problématiques reliées à la validation des vents. On sait que le modèle, on doit le comparer pas juste avec de la réanalyse qui tend, comme je vous l'ai montré avec ERA 5, à sous-estimer systématiquement les vents les plus forts.
peut-être aussi dans certains secteurs, pas capable aussi d'aller voir certains régimes de vent qui sont reliés par exemple à la présence des masses d'eau comme la baie d'Hudson. C'est des choses qu'il faut qu'on investigue. On est en ce moment en train aussi de continuer les analyses de simulation en mode historique. Dès que les simulations futures vont être disponibles à 12 km, on va pouvoir les comparer avec les simulations existantes, en particulier à l'échelle des écosystèmes, donc certains écozones prioritaires. Et puis pour terminer aussi les simulations en mode convection permitting à 2,5 km. On fait des modes, ce qu'on appelle storyline, c'est-à-dire basés sur les études de cas pour voir si dans les événements récents qu'on a observés, d'abord, est-ce que le modèle à cette résolution-là est capable de les reproduire? Comment ces phénomènes-là risquent d'être amplifiés dans le futur dès qu'on va évidemment avoir atteint des seuils de réchauffement, au-delà d'ailleurs de ceux qu'on a déjà observés au cours des dernières années, qui, je vous l'ai montré, sont quand même assez substantiels pour le Québec et aussi le Canada. Je terminerai pour remercier tout le monde, toute l'équipe, le Centre ESCARE, l'Alliance numérique, parce qu'on a besoin évidemment des temps de calcul pour faire les simulations qu'on planifie de faire, toute la collaboration qui est vraiment très, très intéressante, très fructueuse aussi avec plusieurs de vos collègues ici à Ressources naturelles Canada. C'est les supports financiers, puis les autres supports aussi qu'on va chercher au CRSNG, le Centre Copernicus qui nous permet aussi d'avoir accès en libre accès au système de réanalyse. Nous, on va chercher des données tous les jours pour être capable justement d'alimenter le travail qu'on fait, notamment pour les indices forêt météo et aussi le suivi des risques de feu. Et nos collègues Frédéric Toupin, Katia Winger, Anna aussi pour le support technique et collaboration, et tous les étudiants, Amélie, Milena et Abdel. Voilà, c'est terminé. Merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces informations fort intéressantes. Pour ceux et celles qui se sont joints à nous tardivement, je me présente, Raed El Ferjani, j'animerai la période de questions. Avant de débuter, j'ai quelques messages d'intérêt et règles d'usage à partager avec vous pour le bon déroulement de la période de questions. Donc, vous pouvez tous et toutes maintenant activer votre vidéo si vous le désirez. Si vous désirez obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec, vous pouvez compléter l'attestation de participation avec le lien URL que vous trouverez dans la boîte de clavardage sous peu. Veuillez noter que le code d'activité est maintenant intégré dans le lien. Les arboriculteurs certifiés, membres de l'ASIAC, peuvent cumuler des crédits de formation en utilisant les informations que je vais insérer dans la boîte de clavardage également. Vous pouvez poser votre question dans la langue officielle de votre choix et vous pouvez le faire verbalement en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionner l'icône main levée. Lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre en mode sourdine. Nous souhaitons avoir une question à la fois pour donner la chance aux conférenciers de bien répondre à votre question et de laisser la chance aux autres participants pour poser leurs questions également. Si vous préférez poser votre question par écrit, vous pouvez utiliser la boîte de clavardage, sélectionner l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer, si ce n'est déjà fait. Nous vous demandons de vous identifier clairement en donnant votre nom et l'organisation que vous représentez. Donc, la période des questions est maintenant commencée. Yann, oui, vous pouvez poser votre question. Le son est ouvert. Oui, bonjour. Salut Philippe. Salut Yann. C'est une super belle présentation. Écoutez, ça, je voyais qu'il n'y avait pas trop de questions pour l'instant, mais je voudrais voir plus d'un point de vue général. Dans le fond, je sais que toi, Philippe, tu es beaucoup impliqué dans les questions climatiques, évidemment, à plus large échelle, notamment en hydrométéorologie, puis tu as quand même aussi t'as quand même participé, entre autres, à un panel où
d'essayer de ramener les faits en climatologie, notamment sur les changements climatiques. On se rappellera de cette présentation-là, de cette conférence, il y a quoi, ça fait 2 ans de ça, je crois. Suite à cette présentation-là, suite tout ce que tu as donné, dans le fond, et peut-être en lien justement avec la météo par rapport au feu de forêt, est-ce que tu vois qu'il y a un changement dans la mentalité des gens? Est-ce que tu vois que certaines personnes restent dans leur mésinformation? Est-ce que tu trouves que ça devient pire? Là, en tout cas, je te laisse naviguer là-dedans. Ouais. C'est une bonne question. J'en parlais il n'y a pas plus tard qu'hier avec une autre journaliste, Isabelle Bergen, d'agence Science Presse. Euh, pour les gens avec lesquels qu'on a l'habitude de côtoyer, nos étudiants, nos collègues, les scientifiques, je pense qu'on est de plus en plus, on va dire, sensibilisés, mais pas juste ça. On en a tous entendu tellement parler du 1,5 degré qu'on a dépassé encore une fois pour 2024 dans les médias. Donc, ceux qui sont connectés sur les canaux classiques, la fois où ils vont chercher leur information, c'est effectivement le cas. Je pense qu'il n'y a personne qui pourrait nier l'existence, et on voit l'effet évidemment du réchauffement majeur sur les incendies de forêt en Californie, mais c'est pas juste un problème de réchauffement, c'est vraiment un problème d'aménagement du territoire, de célérité des vents. On a vu l'important joué dans le cas des feux de Californie sur les vents, et encore une fois les vents locaux. Vous l'avez tous entendu parler dans les médias, on a eu mesuré les vents de 160 km/h avec des effets de ce qu'on appelle les vents de Santa Ana. Mais plus généralement, pour terminer la réponse, oui, les gens qui connaissaient déjà le problème sont de plus en plus convaincus que c'est vraiment on peut plus nier, puis le travail qu'on a fait ensemble aussi sur l'identification, ce qu'on appelle l'attribution des feux de forêt au changement climatique qui est en train de se faire à travers différentes études montre que définitivement, on ne peut pas expliquer les feux de forêt récents qu'on a vus, par exemple en 2023, mais aussi en 2024, mais dans l'Ouest, ou ceux de 2021, évidemment, encore une fois dans l'Ouest, sans tenir compte du facteur qui est celui du fait qu'on réchauffe, puis que la planète se réchauffe, puis qu'essentiellement, c'est relié aux activités humaines. Mais l'autre facteur, puis je terminerai là-dessus, la création des bulles de désinformation, de mésinformation, va être un enjeu majeur pour nous les scientifiques, mais aussi plus généralement pour les médias, pour rejoindre cette population-là. Et je partage une réflexion qu'on avait cette semaine avec des collègues. Nous, on a décidé dans le réseau RIF de fermer notre compte X, puis de passer à Blue Sky. Mais ça veut dire qu'automatiquement, ça veut dire qu'on ne sera plus capable de rejoindre certaines personnes. On diffusait par exemple nos webinaires qu'on faisait, ou certaines informations qui étaient évidemment de la science, qui est développée dans notre domaine, qu'on retransmettait. Donc là, on perd cette possibilité de continuer à influencer une partie de ces gens-là, et on va enfermer les gens dans des bulles, dans des sphères évidemment particulières. Donc, c'est un enjeu. Puis vraiment, Isabelle Bergen et moi, on parlait, j'avais une autre personne qui était là hier. Ça voudrait dire qu'au cours des prochaines années, il va falloir faire un effort pour aller rejoindre ce public-là ailleurs. Parce qu'autrement, on le voit, il y a une montée du climato-scepticisme un peu partout, et y compris au Canada, ça va être un enjeu majeur pour nous. Merci Philippe. On va aller à une question écrite un peu plus technique. La question de Christine Bussière. Vous avez mentionné en introduction une augmentation de la fréquence des alternances hydroclimatiques rapides, le whiplash, alors que vos analyses démontrent une augmentation de la fréquence et de l'intensité des blocages. Pouvez-vous expliquer la différence entre ces deux phénomènes ou leur interaction? Il me semble contradictoire, mais c'est probablement par manque de connaissances. Ouais. Alors, les whiplash, donc, qui sont des phénomènes, on l'utilise beaucoup, en fait, c'est un coup de fouet, un whiplash, mais c'est un coup de fouet qui peut permettre, par exemple, être générateur de fortes précipitations très rapides, très intenses. Okay? Mais ça peut aussi être à l'origine de l'augmentation très rapide des températures, sans pour autant, évidemment, qu'on ait des précipitations. Et tout ça est en lien
évidemment avec des phénomènes reliés à des processus à la fois thermodynamiques, dont j'ai expliqué un tout petit peu, mais surtout des processus dynamiques reliés à la circulation atmosphérique, donc des blocages, des phénomènes de persistance. Le fait, par exemple, je vais donner un exemple, qu'on ait ces alternances très rapides de séquences humides et sèches entre le nord et le sud du Québec, comme on l'a observé en 2023, comme on l'a observé en 2024, c'est relié justement à ce phénomène en partie de blocage ou aux modifications substantielles à la circulation atmosphérique. Un autre exemple qu'on vient de vivre à l'heure actuelle, je ne parle pas du froid, mais du mois de décembre et début du mois de janvier. On a une baie d'Hudson qui n'était pas gelée. Elle a gelé 3 à 6 semaines plus tard que d'habitude. Ça veut dire que tous les systèmes dans le nord, au lieu de s'en aller normalement dans le sud, ils s'en allaient dans le nord parce que la baie d'Hudson non gelée, c'est une source d'humidité et de chaleur. Donc des systèmes météo. Et on a eu un mois de décembre le plus chaud jamais observé dans la plupart des secteurs du nord du Québec. Donc, ces phénomènes-là de persistance ou d'alternance rapide de séquences humides et sèches, ils ont à voir avec évidemment le fait qu'on va augmenter la possibilité d'avoir dans certains secteurs des risques de feu plus élevés parce qu'automatiquement, ça va influencer à la fois l'effet combiné des températures chaudes, par exemple, et les conditions de sèche, ou d'autres endroits où on va par contre avoir beaucoup plus de précipitations qui vont être à l'origine d'inondations potentielles, de ce qu'on appelle les flash floods, les inondations rapides. Merci pour ces explications. On a une question écrite de Steven Maheu. Bonjour et merci pour cette présentation. Est-ce que les nouveaux modèles que vous avez testés seront appliqués prochainement par la SOPFE? Très bonne question. Alors, Yann, Jonathan, moi et puis l'équipe, on est en collaboration, on travaille en collaboration avec la SOPFE pour voir si justement les nouveaux outils à haute résolution, le Model en Convection Permitting, vont nous permettre justement d'améliorer la prévisibilité des feux, notamment à l'échelle des écosystèmes. On a aussi un travail, un étudiant, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, Abdel, travaille justement entre les liens entre convection et impact de foudre, ou probabilité d'avoir la foudre. Donc, ça aussi, le modèle à haute résolution nous permet, on a un diagnostic de foudre dans le modèle qu'on active pour voir justement les liens entre la convection ou les indices de convection et les impacts de foudre, ou la présence de foudre, mais également voir si on n'a pas, je prends l'exemple de 2023, on va tester évidemment le modèle dans cet été-là, pour voir si les situations qu'on a eues dans le Nord, qui étaient particulièrement problématiques parce qu'on avait des blocages, n'étaient pas aussi à l'origine de la formation dans certains endroits des systèmes convectifs de mésoéchelle qui étaient à l'origine de la foudre qu'on a vécue, vous vous rappelez, fin mai, début juin, il s'est produit quelque chose comme pas loin de plus d'une centaine de feux en l'espace de quelques jours qui se sont produits parce qu'on avait une série d'événements convectifs qui étaient toujours, on va dire, dans certains secteurs, qui étaient peut-être en lien justement avec les phénomènes de blocage. Donc oui, le modèle, on l'utilise de plus en plus en lien aussi avec des problématiques de prévisibilité et en collaboration avec la SOPE pour voir comment on est capable justement de leur fournir une valeur ajoutée par rapport aux produits qu'ils utilisent déjà, par exemple, qui vient directement de l'Environnement Canada pour la simulation à courte échéance. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions orales? Je rappelle que pour poser une question verbalement, vous devez cliquer à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionner l'icône main levée. Donc, en attendant peut-être une question orale, j'ai une question écrite de Alain Castanguet. On vient de le voir pour les feux de Los Angeles, l'évacuation urgente d'une communauté où il n'y a qu'une route pour quitter le territoire peut poser problème. On a vécu des situations d'évacuation en urgence des communautés de l'été en 2023, notamment à Chibougamau et à Lebel-sur-Quévillon.
Est-ce que les travaux que vous venez de nous présenter peuvent contribuer à améliorer l'efficacité des systèmes de prévention d'alerte et rendre l'évacuation moins risquée pour les populations vivant à proximité d'un feu incontrôlé? Alors, pour répondre plus globalement, on, on peut utiliser le modèle en mode ce qu'on appelle prévision courte et moyenne échéance. Mais définitivement, moi je dirais ça comme ça. Les modèles à haute résolution, l'effet que ça peut avoir, la valeur ajoutée sur les vents, définitivement, ça peut permettre de mieux prévenir et mieux intervenir. On voit l'effet de la haute résolution, notamment sur les vents les plus intenses, surtout c'est vrai dans le secteur des Rocheuses, mais c'est vrai aussi une partie, évidemment, dans certains secteurs du Québec. Ouais, l'effet des vents est majeur. Encore une fois, pour reprendre l'exemple des feux de Californie. Fait que plus on sera capable d'améliorer notre prévisibilité sur l'occurrence, la durée et l'intensité des vents intenses, plus ça permettra de mieux planifier à la fois les équipes, mais aussi les évacuations et l'intervention. J'insiste là-dessus, j'arrête pas d'en parler à plusieurs de mes collègues, y compris de temps en temps aux médias. Notre capacité d'intervention n'a pas évolué au même rythme que les changements qui sont en train de se produire. On a, par exemple, je lisais ce matin d'ailleurs dans les médias comme vous, que le Québec vient d'acheter deux nouveaux avions pour l'évacuation, notamment ce qu'on appelle les avions ambulances. Mais il y a eu un réinvestissement en 2023-24 suite aux feux de forêt qu'on a connus. Mais je ne pense pas que c'est à la mesure de ce qu'on devrait avoir, absolument. Et je ne suis pas sûr que les autorités ont pris véritablement ou prennent conscience de l'ampleur de ce qui nous attend. Nous aurions dû avoir une commission de ce qu'on appelle un retour d'expérience suite aux feux de forêt qu'on a eu en 2023 à l'échelle canadienne. Et je dis bien l'ensemble des intervenants, mais aussi des experts, pour être capable de voir qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, comment s'améliorer, à la fois en termes d'outils, de prévisibilité, mais aussi en termes de capacité à intervenir. Cet exercice-là n'a malheureusement pas été fait. On ne rentrera pas dans la politique. En ce moment, quoique en ce moment, les liens entre les provinces et le fédéral, d'un point de vue politique, sont un peu mieux que ce qu'il était, mais on ne peut pas dire qu'il y a une collaboration très, très efficace, notamment en termes d'intervention ou de capacité à faire face entre les provinces et le Canada, et ça, c'est un enjeu. Puis on a vu aussi que même les États-Unis, qui pourtant, évidemment, sont beaucoup plus riches que nous, n'ont même pas une capacité d'intervention face à des feux de forêt en plein hiver qui se produisent dans un secteur extrêmement urbanisé, aménagé, comme Los Angeles. Merci beaucoup, Philippe. Alors, est-ce qu'on a des questions orales? Je rappelle que pour poser votre question oralement, vous devez appuyer sur l'icône main levée à côté de votre nom. Autrement, vous pouvez mettre votre question dans la boîte de clavardage. Attendre un peu. Ok, Ala Castonguay qui apprécie la réponse aux questions. Merci. Sinon, en attendant peut-être d'autres questions, Philippe, moi j'ai peut-être manqué l'information dans la présentation, mais le phénomène de blocage et d'onde de Rossby, est-ce que vous pouvez les vulgariser un peu et puis surtout le lien avec la prévisibilité des feux de forêt? OK. Alors, pour prendre l'exemple des blocages. Bon, un système de blocage, on a une circulation dans nos régions extratropicales qui est d'ouest en est. OK? Puis quand on a un phénomène de blocage, ben, cette circulation d'ouest en est, elle peut être interrompue.
Au contraire, on peut avoir par exemple des circulations sud-nord ou nord-sud. C'est le cas en ce moment avec la vague de froid. Okay. Dans l'ouest, ils ont beaucoup d'air chaud avec un effet Chinook, avec une température qui se réchauffe. Par contre, nous, on a une circulation qui est de nord. Puis on a une espèce de circulation comme ça, de justement les ondes de Rossby dans l'atmosphère, qui est complètement perturbée. Okay. Donc, et on se rend compte que ces blocages-là, dans la circulation atmosphérique, ils sont affectés par plusieurs facteurs et ils vont affecter aussi d'autres facteurs. Donc, ils vont affecter les blocages, j'en ai parlé, les températures, les précipitations, et évidemment l'effet que ça peut avoir sur les risques de feux de forêt reliés au déficit de précipitation ou l'augmentation des températures. Et on se rend compte de plus en plus, les études sont en train de le montrer, qu'avec le réchauffement climatique, les différences de température qui diminuent ou qui sont complètement en train de changer, parce que j'ai parlé du Canada, mais l'Arctique subit des réchauffements qui sont 3 à 4 fois plus élevés qu'à l'échelle globale. Donc, on est en train de changer beaucoup les températures dans le nord, c'est vrai pour le Canada, mais dans le bassin arctique, et tout ça modifie la différence de température entre les zones nordiques et les zones plus au sud, donc modifie automatiquement ce qu'on appelle la circulation aussi des ondes de Rossby, qui sont ni plus ni moins le reflet de ces différences de température dans l'espace. Okay. Évidemment, donc, je rajouterai aussi un élément important. On se rend compte qu'avec le réchauffement climatique, donc pas juste l'Arctique, mais aussi par exemple l'Atlantique, ça favorise justement les endroits où on a des blocages. C'est pour ça que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des tendances statistiquement significatives dans nos régions qui sont associées par exemple au réchauffement ou au fait qu'on ait moins de glace ou des températures qui augmentent dans l'océan. Et on s'est rendu compte ces dernières années que, par exemple, plus l'Atlantique se réchauffe, plus ça va favoriser ces situations de blocage dans certains secteurs de l'Atlantique, y compris dans le Groenland, qui nous affecte beaucoup, nous, ici. Okay. Puis, ces blocages-là, qui vont être plus fréquents avec, par exemple, des températures plus chaudes, ils sont d'autant plus importants dans l'Atlantique, c'est que c'est le secteur de l'hémisphère nord qui est affecté par la plus grande fréquence, durée et étendue de blocage sur l'ensemble de l'hémisphère nord. Donc, ça affecte à la fois le temps qu'il fait ou les conditions météorologiques, pas juste en Europe, mais évidemment ici dans l'Est de l'Amérique du Nord. C'est un enjeu majeur. Okay. Et c'est pour ça qu'on doit absolument regarder comment ces situations de blocage évoluent dans le temps, à la fois les échelles météorologiques pour être capable de travailler sur la prévisibilité à courte et moyenne échéance, mais aussi évidemment en mode changement climatique sur le long terme. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Très bien. Merci beaucoup. Donc, on a encore le temps pour avoir une ou deux autres questions. Je rappelle que vous pouvez poser votre question oralement ou sinon par écrit dans le boîte de clavardage. Peut-être je pourrais rajouter, ça va peut-être te donner nos collègues aussi, ou vos collègues, Yann Pilouche et autres, ont travaillé aussi sur l'effet de ces blocages-là, aussi sur les feux dans l'Ouest. Mais nous, on est dans une situation particulière dans l'Est, parce que dans l'Ouest, il n'y a pas de glace, il y a le Pacifique, mais il n'y a pas de glace. Le retard le fait qu'on ait des blocages qui semblent se produire plus tôt en saison, je n'ai pas montré ça, mais on travaille aussi là-dessus, est relié au fait qu'on perd de la glace de plus en plus tôt et de la neige, évidemment, dans l'Est du pays. La baie d'Hudson, la mer du Labrador qui dégèle plus tôt, qui se réchauffe, ça va avoir un impact sur le fait qu'on ait des blocages plus tôt en saison que ce qu'on avait évidemment autrefois dans le passé sans cet effet du réchauffement et de perte de glace. C'est un enjeu majeur pour nous parce que la baie d'Hudson, la mer du Labrador, là, elle joue un rôle majeur sur la variabilité hydroclimatique dans l'est de l'Amérique du Nord. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, une question de Jean Vézina. Est-ce que les modèles utilisent l'intelligence artificielle ou l'approche classique pour les prévisions? Très bonne question. Je ne l'ai pas inclus. Alors, DIPA, qui a fait un peu d'intelligence artificielle, elle a toutes les caractéristiques de blocage, je vous ai montré,
la durée, donc l'occurrence, l'intensité, la durée, l'étendue et la distance par rapport à nos côtes, ben, on les a utilisés comme prédicteurs dans du machine learning, dans une régression logistique, pour voir si ça améliorait ou quel effet que ça pouvait avoir sur le fait qu'on ait ou pas possibilité de prévoir des indices de feux de forêt plus élevés ou plus bas. Définitivement, la combinaison de certaines variables, notamment la durée, l'intensité et la distance, sont, grâce à l'intelligence artificielle, enfin du machine learning, cette combinaison-là nous a permis d'augmenter de façon significative la possibilité de détecter justement les risques de feu, des risques IFM plus élevés. Donc oui, en ce moment, on est en train d'utiliser à la fois, une fois qu'on a fait ce travail-là, à identifier les facteurs physiques responsables, la prochaine étape, c'est justement de regarder avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'on est capable aussi d'avoir une prévisibilité en combinant justement plusieurs de ces facteurs-là, mais aussi en mode, je dirais, déterministe avec un modèle de prévision ou le modèle qu'on a, parce qu'on peut l'utiliser évidemment en mode prévision, pour voir si justement on a des symptômes de ces caractéristiques-là, de caractéristiques de blocage à l'échelle mensuelle ou saisonnière qui pourraient nous permettre de mieux déterminer, d'augmenter cette capacité à dire, OK, là, on va être, compte tenu des circonstances, on va être dans un mode où les risques de feu vont être beaucoup plus élevés. Parce qu'un des facteurs de prévisibilité intéressants, c'est ce qu'on appelle le géopotentiel à 500 hectopascales, qu'on utilise justement comme pour déterminer les caractéristiques de blocage, donc la circulation des ondes de Rossby et les caractéristiques de champ de pression à la mi-troposphère, qui nous permet de calculer les blocages. Et on veut regarder justement dans les modèles d'ensemble justement de prévision mensuelle et saisonnière, est-ce qu'on est capable de détecter plus tôt à l'avance justement le fait qu'on va avoir plus souvent qu'autrement des blocages avec telles caractéristiques, par exemple. Merci beaucoup. Un commentaire de Yann Boulanger. Le deep learning est de plus en plus employé pour certains modèles météo, notamment par le ECMWF. Donc, Yann a mis un lien URL à ce sujet-là. On parle ici de modèles de prévision sur 16 jours. Ouais. Mais on a tout à fait. Je rajouterais par rapport à ce que Yann vient de dire, oh oui, c'est de plus en plus utilisé. Les Européens sont pas mal avancés d'ailleurs dans l'utilisation de l'intelligence artificielle pour différentes échelles de prévisibilité. Puis on a aussi la possibilité d'utiliser les modèles sur les ensembles au niveau saisonnier pour faire encore une fois du machine learning pour un certain nombre de prévisions de certains aléas. Les Européens, par exemple, utilisent aussi, pas juste pour les feux de forêt, mais aussi pour d'autres types d'aléas comme les probabilités d'avoir des inondations ou des fortes précipitations dans certaines configurations particulières. Excellent. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la période des questions. Merci encore, Philippe, pour cette excellente présentation et pour la réponse aux questions. La présentation, je rappelle, était intitulée Changement climatique et modélisation régionale des risques de feux de forêt. Comment mieux les anticiper à l'échelle des écosystèmes forestiers. En terminant, j'aimerais vous remercier de votre participation et de votre intérêt au colloque du CFL. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le jeudi 6 février, avec le prochain colloque intitulé Développement du dialogue entre les perspectives des Abitibi-Uniques et la recherche scientifique sur le territoire. Ce colloque va être donné par Annie-Claude Bellil, chercheur à l'Institut national de la recherche scientifique, et Benoît Croteau, directeur territoire et environnement au Conseil de la Première Nation Abitibi-Winnie. Je vous invite à surveiller notre fil sur les plateformes X et LinkedIn pour en savoir plus. Bon après-midi et à bientôt. Merci. Au revoir.